Bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition d'Éthique en question. Cette conférence, proposée par le CAL Luxembourg, a pour thème Support Don't Punish, pour des politiques drogue fondées sur la santé et les droits humains. Cette campagne internationale milite en effet contre les pratiques répressives vis-à-vis des drogues et de leurs usagers. Au programme ce soir, l'histoire de la campagne Support Don't Punish. Comment s'organise-t-elle en Belgique? Pourquoi le Centre d'action laïque participe-t-il à cette campagne? Comment les associations de terrain, comme DrugsCare par exemple, mènent-elles à bien leur action de réduction des risques en faveur des usagers de drogue? Et pour alimenter le sujet et répondre à ces questions, nous accueillons 3 intervenants. Tout d'abord Jean-Philippe Oz, responsable de projet et formateur pour la SBL Modus Vivendi. Bonjour. Bonjour. Anne Cugnon, ensuite, qui est documentaliste et membre du groupe de travail drogue au Centre d'action laïque. Bonjour. Bonjour. Et enfin, Boris Herman, coordinateur du service DrugsCare au CAL Luxembourg. Alors, pour celles... Bonjour, pardon. Pour celles et ceux qui nous rejoignent pour la première fois, et un petit rappel pour les autres, donc cette conférence est retransmise en Facebook Live et va durer environ une trentaine de minutes. Pendant ce temps, vous avez la possibilité de poser vos questions aux intervenants en les laissant dans les commentaires et nous y reviendrons en fin de séance. Alors en Belgique, l'action Support Don't Punish est organisée et couronnée par Modus Vivendi, qui est une association phare dans le milieu de la réduction des risques concernant les assuétudes. Jean-Philippe, tu es responsable de projet chez Modus Vivendi. Peux-tu à ce titre nous dire quelques mots sur l'histoire de cette campagne? À quel constat répond-elle? Et enfin, comment elle s'organise chez nous? Oui, bien sûr. Il faut savoir que l'histoire de la drogue en Belgique, c'est une longue histoire. La première loi qui a eu lieu, c'est en 1921 et nous sommes justement en 2021. Donc, ça fait 100 ans déjà qu'il y a des droits de drogue en Belgique et que rien n'a changé depuis cette loi de 1921. Et donc, cette année, on veut mettre l'action sur ce sujet. Mais je reviendrai plus tard. Le président Nixon, il y a 50 ans, a lancé la guerre contre la drogue et malheureusement, force est de constater que cette guerre n'a jamais fonctionné et au contraire, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas du tout évolué. Au contraire, donc l'offre et la consommation ont beaucoup augmenté, ce qui veut dire que ça nous amène aussi du HIV et de l'hépatite C qui est en complète augmentation également, malgré que l'OMS espère limiter ou éradiquer l'hépatite C en 2030, tant que cette loi drogue n'a pas changé, tant qu'on n'a pas changé de paradigme, en tout cas, je crois qu'on a peu de chances d'y arriver. Il y a aussi une augmentation des incarcérations. En Belgique, on estime qu'il y a au moins une personne sur 2 qui est en prison à cause de faits liés aux drogues, que ce soit de la consommation ou de la vente ou de la délinquance en lien avec cela. Il y a beaucoup de traumas, d'exclusion aussi de gens de la société. Et donc, en 2013, Support Don't Punish s'est créé. Et cette année-là, il y avait 41 villes et 21 pays qui participaient. En 2020, donc l'année passée, malgré la pandémie, il y avait 239 villes dans 90 pays. Donc c'est vraiment une action qui est en train de grandir énormément. On fête ça le 26 juin, évidemment. Le 26 juin, à la base, c'était la journée internationale contre l'abus et le trafic de drogue. Et justement, Support Don't Punish a profité de cette date pour essayer de changer de paradigme. Effectivement, dans beaucoup de pays, ils fêtaient cette journée en faisant des condamnations à mort, en faisant des pendaisons, etc., de trafiquants. Or, Support Don't Punish veut justement soutenir et ne pas punir, donc essayer de sortir les gens de prison. Voilà pour le petit historique. Merci Jean-Philippe. Alors on sait que le CAL
participent activement à cette campagne. Alors la question se pose pour certains, mais pourquoi le CAL finalement s'occupe-t-il de ces questions? Anne, tu peux peut-être en quelques mots nous expliquer d'où vient cet engagement et quelles sont les positions du CAL en la matière? Alors, bonjour. Donc, le CAL, en fait, travaille sur le dossier depuis environ 20 ans maintenant. Donc, en 1998, il a mis en place une commission qui allait s'occuper de drogue. Et en fait, c'est parce qu'en fait, il travaillait avec des associations qui, sur le terrain, avaient attiré son attention par rapport aux difficultés que rencontraient les consommateurs de drogue. Et donc, la première question que le groupe de travail s'est posée, c'est en quoi la laïcité est-elle pertinente pour travailler sur cette thématique? Et donc, ils ont élaboré un premier document qui était un document qui était laïcité et prohibition, incompatibilité éthique, et qui déterminait qu'en fait, effectivement, les valeurs du mouvement laïque, qui étaient les valeurs d'autonomie, de responsabilité individuelle et de respect des droits humains et de la santé pour tous, devaient effectivement correspondre bien à une vision anti-prohibitionniste par rapport à la question des drogues. Alors, ce document a été entériné en fait lors de la convention de Mons en 99. Et la commission drogue a été mandatée pour élaborer une proposition de loi. Puisque l'idée était, puisque la loi est mauvaise, il faut en changer. Et donc, ça a été le travail auquel s'est attelée la commission drogue, sous la houlette de Christophe Marchand, qui est avocat, pénaliste. Et donc, dès 2002, en fait, une proposition de loi avait été élaborée par le groupe de travail drogue. Et c'était une proposition de loi assez maximaliste puisqu'elle ne prévoyait pas de différence entre les produits. Elle prévoyait de réglementer le commerce des drogues, de toutes les drogues, et inscrivait cette proposition de loi dans une expérience de santé publique qui devait durer une période de 6 ans en fait. Alors, dès 2004-2006, il y aura déjà des grandes campagnes, en fait. Donc, la première s'appelle en 2004 « Drogue, réglementons », tout simplement. Et en 2006, une nouvelle campagne a été lancée qui était « Drogue, la loi tue » et qui déclinait les slogans, en fait, du pourquoi le CAL, finalement, reposait son action en cette matière. La loi tue parce qu'elle freine la prévention. Elle entrave les libertés individuelles, elle annule l'autonomie des citoyens, empêche le contrôle des produits, brise les solidarités citoyennes, entretient les mafias et criminalise les consommateurs. Donc, en fait, c'est en synthèse pourquoi le CAL a jugé important de prendre sa part sur cette thématique. Alors, le CAL, en fait, a adhéré à une coupole d'associations, par exemple, en 2013, qui visait à soutenir la mise en place de salles de consommation à moindre risque. Et en 2010, a commencé à retravailler son texte de loi, en fait, en prenant contact avec une série d'associations, d'acteurs de terrain, de spécialistes, de professionnels de la santé, en les rencontrant pour voir comment, en fait, élaborer sa nouvelle proposition de loi pour qu'elle corresponde peut-être mieux et reprenne mieux les principes de prévention et de réduction des risques dans sa proposition, en fait. Et donc, le travail a été finalisé en 2014. Et la nouvelle proposition de loi que le CAL a élaborée, en fait, propose de toute façon encore et toujours sur la question de la réglementation du commerce des drogues, de toutes en fait, les phases donc la production, la culture, le commerce, la mise à disposition pour certains produits, par exemple les produits de substitution dans les cas des salles de consommation à moindre risque. Et donc, le projet était donc de scinder cette fois les produits en 3 types de produits, puisque la commission estimait que
on ne pouvait pas traiter tous les produits de la même manière et que le cannabis, par exemple, devait plutôt être envisagé comme l'alcool et les cigarettes. Après, il y avait un deuxième groupe qui reprenait en fait ce qu'on appelle les drogues festives, hein, donc tout ce qui est LSD et autres produits. Et ces produits-là, en fait, devaient être traités d'une autre manière, de manière peut-être plus stricte, avec des centres de distribution en comptoir spécialisé. Voilà, sous le contrôle d'un médecin, avec une interdiction aux mineurs. Tandis que pour les troisièmes produits, il s'agissait de faire ça dans ce qu'on appelle des dispensaires, avec une salle de consommation à moindre risque attenante, sous le contrôle d'une équipe médicale. Et pour le cannabis, évidemment, là, par contre, on envisageait une mise en vente libre dans des comptoirs spécifiques. Mais l'idée était effectivement de resserrer les mesures pour l'alcool et les cigarettes, puisque dans ce cadre-là, il n'y aurait plus du tout de publicité autorisée et l'alcool et les cigarettes seraient vendus également en comptoir spécialisé. Alors, dès que le CAL a participé avec plein d'associations en fait sur la question de la réduction des risques. Depuis 2005, elle fait partie de la plateforme de réduction des risques. Elle a adhéré à la charte de réduction des risques et c'est pour ça aussi qu'elle travaille et que pour sa participation à Support Don't Punish est une évidence puisque ça correspond tout à fait en fait aux idéaux et aux valeurs que nous avons développées sur la question. Voilà. Je ne sais pas s'il y aura des questions. Peut-être, nous verrons ça en fin de séance. Merci en tout cas pour cet éclairage et pour les précisions concernant les revendications du CAL en la matière. Alors la régionale du CAL Luxembourg a quant à elle mis en place un service qui s'appelle le service DrugsCare et qui propose donc des missions en réduction des risques en province de Luxembourg. Donc Boris, tu es le coordinateur de ce service. Tu peux peut-être nous donner quelques mots d'explication sur les missions du service, à qui ça s'adresse et voilà, comment ça fonctionne. Très bien, merci. Donc à qui ça s'adresse? Ça s'adresse aux consommateurs, à leurs proches essentiellement. Ce qu'on offre comme mission, c'est avant tout une mission déjà d'information sur les produits, qui soient légaux, illégaux. On donne aussi évidemment beaucoup de temps à l'écoute. On a tous été formés à l'écoute active. On ne fait pas de thérapeutique, ça c'est important de le savoir. C'est pour ça qu'on travaille aussi en étroite collaboration avec d'autres services. Je pense à Solex par exemple, qui est un service qui offre, qui est composé notamment de médecins, de psychologues. Donc, on travaille généralement en étroite collaboration. Donc, on réoriente aussi au niveau du service. On offre aussi des formations de réduction de risque. On a des groupes de parole aussi au sein du service d'usagers, donc de consommateurs ou d'ex-consommateurs. On a aussi une action milieu festif. Donc, depuis 2 ans, c'est un peu compliqué, mais on a des dates qui sont à nouveau prévues pour septembre, donc c'est une bonne chose. On a aussi, je pense oublier quelque chose, mais j'oublie surtout le relais d'Arlon. Donc, c'est un outil de travail qui est assez intéressant. On travaille vraiment dans toute la province du Luxembourg. Mais donc, l'outil d'Arlon, c'est un accueil bas seuil. Un accueil bas seuil, ça veut dire qu'on accueille tout le monde dans l'état où il se trouve. La seule condition, c'est de respecter à la fois les autres bénéficiaires, c'est de respecter le personnel, et évidemment les locaux. Donc ça, c'est les seules choses à laquelle on tient. Et donc, on a accès, au niveau de cet accueil bas seuil, on a accès à une douche, on a accès à un téléphone, à Internet, aux accès de base qui manquent beaucoup aux personnes
qui vivent en rue, même sur Arlon. Pour certaines personnes, peut-être ne le savent pas, mais il y a énormément de personnes. Je pense qu'il y a eu un recensement dernièrement. On était à plus de 200 personnes qui sont sans domicile fixe sur Arlon. Donc, sans domicile fixe, ça ne veut pas dire spécialement qu'ils vivent en rue, mais qu'ils vivent soit dans des lieux précaires ou chez des amis ou autres. Bref, on a quand même une grosse demande. On a au moins une quarantaine de personnes, une bonne quarantaine de personnes qui passent chaque jour. Aussi pour des aides administratives ou autres. Donc, ça, c'est ce qu'on offre. On a évidemment un comptoir d'échange de matériel stérile, autant d'injection que d'inhalation ou de sniff. Donc, ça, c'est vraiment très important aussi. Je pense que c'est tout. Je pense avoir fait le tour. S'il y a d'autres questions, peut-être que je reviendrai sur autre chose. Mais voilà. Merci, c'est vaste en effet. Et juste avant justement de passer aux questions-réponses, peut-être juste encore un petit point pour Jean-Philippe probablement. Concrètement, si celles et ceux qui nous écoutent souhaitent participer, se joindre à la campagne, comment peuvent-ils faire? Alors, bon, nous, on a rejoint Support Don't Punish, donc Modus Vivendi a rejoint Support Don't Punish en 2014. Donc, c'est la septième année qu'on y participe. Donc, avant la pandémie, on organisait un grand moment festif dans le centre de Bruxelles, dans le Parc Royal. Cette année, voilà, on peut plus se rassembler à des milliers de personnes. Donc, on a fait un événement tout à fait différent. Donc, on organise une visite de plusieurs associations qui se trouvent à Bruxelles, principalement sur Bruxelles-Ville et sur Saint-Gilles. Je peux citer la Masse, Alias, Execo, la Trace, les Petits Riens, et tous ceux que je cite pas, ils vont pas être contents. Le Pilier, Modus Fiesta, Parentalité, Addiction, enfin bref, etc. Et donc, ils auront tous leurs portes ouvertes de 14 à 17 heures ce samedi. Où on pourra voir des expositions, des films, des DJ sets, des discussions, des débats, etc. dans chacune des associations. Et en fin de journée, on va se retrouver à l'abbaye de Forêt où il y aura un concert et un DJ set. Le concert sera de la jungle, c'est assez dynamique. Hein. Et on aura l'occasion de fêter les 100 ans de la loi drogue, puisqu'on veut absolument la changer parce qu'elle nous empêche un tas de choses, notamment les salles de consommation dont j'ai entendu parler par mes deux collègues ici. C'est quelque chose qui est impossible à cause de cette loi de 1921 qui interdisait à l'époque les fumeries d'opium. Donc, on va fêter ce mauvais anniversaire et donc j'invite à tout le monde, évidemment, à venir nous rejoindre, principalement l'après-midi pour visiter ces associations. Et sinon, il y a aussi toute une campagne digitale sur Facebook que je vous invite à partager un maximum en allant la chercher sur Support Don't Punish Belgium, voilà, sur Facebook. Parfait, merci beaucoup. Alors, je vais maintenant, donc nous allons même maintenant procéder donc aux questions-réponses. J'ai déjà une première question, voilà, je remets tout le monde. Donc, question peut-être pour Boris. Maintenant, si quelqu'un a quelque chose à ajouter, il n'y a pas de souci également. Alors, quel est l'impact de la politique répressive actuelle sur les usagers de drogue et sur les actions de terrain également comme Drugscare? Tout d'abord, je devais dire que je pense que n'importe quel travailleur social qui travaille dans le milieu des assuétudes supportera de toute façon Support Don't Punish. J'espère en tout cas. Parce que quand on travaille évidemment dans ce milieu, on se rend vite compte qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Je pense que pour beaucoup d'usagers, c'est le retour, c'est assez fréquent. Et c'est vrai que quand on voit que le système qui est mis en place, ça ne peut pas fonctionner. Déjà, rien que par rapport à la vision que les usagers peuvent avoir d'eux-mêmes par rapport au fait que à la fois ils souffrent d'assuétude, donc ils ont une souffrance parfois assez grave chez certains, et ils sont considérés comme des criminels. Donc c'est deux choses. Il y a d'ailleurs un reportage qui a été fait par notre collègue du CAL communautaire Pierre Sconbrot il y a quelques années, qui est disponible sur YouTube, qui s'appelait Double Peine, qui est assez marquant par rapport à ça.
Je vous invite si vous tapez, je pense, Calcom, double peine, c'est un reportage de Pierre qui est très très bien fait. Donc qui illustre assez bien justement le fait qu'on peut, que cette loi n'a pas beaucoup de sens. J'aurais plein d'exemples à donner hein, de ce que ça peut attirer comme souffrance à beaucoup de personnes. Je pense le fait aussi de la difficulté de pouvoir s'insérer dans des parcours de soins. C'est ça avant tout que je pourrais mettre en avant. Il y a plein d'histoires et plein de très concrètes, plein de témoignages qui sont très importants à entendre. Mais voilà, encore une fois, on a vraiment tout notre soutien par rapport à cette campagne. Et j'espère qu'un jour, enfin, on puisse avoir notamment, comme Jean-Philippe le disait, une salle de consommation pour au moins avoir un regard sur ce qui peut se passer en rue. On a été dernièrement à Esch-sur-Alzette, au Luxembourg, qui disposent, eux, de leur salle de consommation. On a pu voir avec quel professionnalisme ça pouvait se passer, avec quel résultat ils pouvaient avoir aussi avec les usagers. Justement, on parlait de parcours de soins. C'est vraiment un très, très bel outil pour pouvoir les réinsérer dans un parcours de soins et voir à terme si la personne le souhaite, parce qu'il faut respecter aussi le choix de la personne de consommer ou pas. Enfin, c'est vraiment important pour le centre d'action laïque. Et c'est vraiment important pour la réduction des risques en général. C'est même indispensable. Je pense qu'à partir de là, on pourra un petit peu avancer. Mais en attendant, il y a encore quelques marches à passer. Merci. Ça me semblait complet. Maintenant, si Jean-Philippe ou Anne voulaient ajouter quelque chose. Non, je vais voir si on a d'autres questions qui sont arrivées. Les questions arrivent. Donc, je demande juste une petite minute de patience. Je vais juste meubler pour dire qu'on sera aussi présent samedi sur Bruxelles. Donc Anne aussi pourra en témoigner. Je vais peut-être lui laisser la parole. D'ailleurs, on a parlé 2 fois, donc je vais lui laisser expliquer ce qu'on y fera. Oui, désolé, je vous ai oublié justement. Ah. Oui, effectivement, on sera dans les locaux de Bruxelles Laïque et il y aura une exposition justement des photos de Pierre Schoenbrood qu'il a réalisé justement lors du tournage de Double Peine. Et on va diffuser également son reportage, enfin son documentaire. Et et il y aura aussi une présentation de Toxocity, donc le jeu de Drugscare élaboré avec ça, peut-être tu pourras en dire quelques mots. Et nous allons aussi présenter en fait un peu les actions du CAL depuis 20 ans. Voilà, une petite rétrospective de ce qu'on a fait, sur lesquelles je suis passée un peu vite. Je fais juste la petite parenthèse, Juliane, si je peux. Par rapport à Toxocity, oui, donc c'est un outil d'animation qu'on a créé avec des usagers, un outil d'animation justement de réduction de risque. Je n'en dis pas beaucoup plus. Il va bientôt avoir pas mal d'informations qui va sortir justement sur ce jeu. Mais je vous invite, si vous êtes bruxellois et que vous voyez cette émission, ou alors se renseigner directement sur le site du CAL Luxembourg pour avoir plus d'infos. Normalement, il sera bientôt. Ça, c'est le prototype encore, mais j'espère que l'année prochaine, on pourra le diffuser à plus grande échelle. Merci. Alors, je vais passer donc à la question suivante qui est arrivée. Alors, pour Anne, peut-être, est-ce que les politiques sont prêts à changer la loi? Y a-t-il eu des retours, des prises de position à l'occasion des 100 ans de la loi? Alors, les politiques sont... Certains groupes politiques, certains partis sont plus ouverts que d'autres, mais surtout concernant la réglementation du cannabis.
Il y a eu une proposition de loi PS, et il y a eu aussi un dépôt de proposition de loi écolo à une époque. Sur les salles de consommation à moindre risque, il y a eu quelques avancées, notamment par exemple à Liège, où il y a une salle de consommation qui existe et qui a été mise en place avec le soutien des autorités locales. Mais c'est vrai que sur la question de la réglementation et de la décriminalisation de la consommation et de détention de drogue, les partis sont quand même assez réservés. Mais il y a des personnes, effectivement, qui le voient de manière positive, en tout cas, mais je dirais que c'est vrai que c'est le dossier du cannabis qui est le plus avancé sur la question. Alors, par contre, il y avait eu, il y a quelques années, une prise de position de tous les groupes politiques jeunes. C'était, si je ne m'abuse, en 2014 ou 2015, et ils s'étaient positionnés pour une réglementation du cannabis. Voilà. Alors, les modalités diffèrent, hein. Pour la réglementation du cannabis, certains s'appuient sur les Cannabis Social Club, et d'autres propositions étaient portées plus sur un système de comptoirs dans plusieurs localités, mais des comptoirs de l'État. Voilà. Je ne sais pas si tu veux plus. C'était pas moi, mais c'est bien. Si la personne veut plus, elle le précisera dans les commentaires. Ah bah, Jean-Philippe, vous voulez ajouter quelque chose peut-être? Donc Anne, tu as totalement raison. Donc il y a une pseudo-avancée sur le cannabis en Belgique. On sait que certains partis, notamment flamands, freinent à quatre pieds pour faire passer cette règle. Mais le problème, c'est effectivement qu'on en oublie toutes les autres drogues. Et le jour où peut-être, qui sait, on suivra le Luxembourg et peut-être même l'Allemagne, là maintenant, qui est en train d'en parler aussi, de la légalisation du cannabis, mais qu'est-ce qu'on va faire avec le reste? Et il faut absolument aussi avancer sur ces autres drogues, parce qu'évidemment, il y a des consommateurs de cannabis, mais il y a des consommateurs de tous les autres produits, et c'est aussi eux qui ont beaucoup de nuisances pour eux-mêmes, pour leur santé, et tant qu'on n'avance pas, il n'y a rien. En 1986, en Suisse, il y avait déjà, on distribuait déjà de la diacétylmorphine, c'est-à-dire de l'héroïne pure médicale. En Belgique, on en est vraiment loin, quoi. Or, c'est vraiment une solution. Il y a eu cette expérience de Tadam à Liège il y a quelques années, qui était vraiment une grande réussite, et on l'a abandonné après un an, parce que c'était un projet pilote, et depuis, il n'y a plus jamais rien eu. Or, c'est vraiment une base de la réduction des risques, et il faut absolument avancer là-dessus. Et ce qui est très, très étrange, c'est qu'effectivement, il y a 50 ans, les États-Unis ont lancé cette guerre contre la drogue, mais maintenant, à peu près la moitié des États ont déjà légalisé le cannabis, c'est plus un problème, mais de plus en plus, certains États avancent pour dépénaliser toutes les autres drogues, comme l'a fait le Portugal en 2001 déjà, il y a 20 ans, et avec des résultats excellents. Et donc, voilà, on est vraiment fort à la traîne, et ça n'avance, je trouve, assez peu, malgré nos forces vives et nos combats quotidiens. Merci pour ces précisions. Tant qu'on est dans le sujet, on a une autre question. Quelqu'un qui nous demande si vous pensez que la population est prête à de tels changements. Pour le cannabis, ça me semble, oui, assez évident, hein. On fait beaucoup de sondages sur la question. Anne peut en parler, hein. Le CAL en fait régulièrement des sondages sur le cannabis, et apparemment les résultats sont toujours foudroyants, en tout cas pour le nombre de positifs. Maintenant, pour les autres drogues, je pense qu'il faut encore faire de l'éducation, c'est certain. Merci. Question pour Boris directement. Je suppose qu'on parlait du service DrugScare, donc pourquoi pas de thérapeutique dans votre service?
Drogue thérapeutique, ben je pense que ça a été un choix dès le départ dans la constitution de ce service, et aussi parce que je pense que la pluralité des offres au niveau des usagers ne peut être que bénéfique. Je veux dire, pour nous, ils ne nous considèrent pas comme des médecins, comme des psychologues. On est surtout éducateurs, donc on a peut-être une approche un petit peu différente. On a évidemment avec le temps qu'on passe avec les usagers, on a vraiment ce lien de confiance et on peut éventuellement, grâce à ce lien, pouvoir peut-être ensuite, si la personne le souhaite, encore une fois, les rediriger vers un parcours de soins et notamment comme je le disais tout à l'heure, au niveau de la province du Luxembourg, vers Solex. Mais non, je pense que comme pour répondre, oui, c'est vraiment un choix de départ dans la constitution de ce service. Merci. Alors, question suivante. En quoi consiste la campagne Stop 1921? Je ne sais pas, Jean-Philippe? Oui, ben, la campagne Stop 1921 a été lancée par la FEDITO, Transit et la liaison antiprohibitionniste, et dans le but de changer la loi de 1921, évidemment, hein, qui, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, qui nous empêche de faire un tas d'actions de réduction des risques, et surtout que la réduction des risques est absolument sous-financée également, et donc c'est pour un peu changer tout ça. Il faut savoir que dans le budget drogue en Belgique, il y a plus de 60% qui vont pour la police, donc pour la répression. Il y a peut-être une trentaine de pourcents qui va pour les soins, principalement le cancer lié au tabac et à l'alcool. Il y a quelques pourcents qui vont à la prévention, très très peu. Et alors pour la réduction des risques, je crois qu'on parle même pas d'1%. Et je pense que vraiment il faudrait changer de paradigme. Si les produits étaient dépénalisés, voire même légalisés, si l'État pouvait les vendre, il serait beaucoup d'argent, hein, certainement là-dessus, et pourrait le réinjecter dans la prévention et la réduction des risques. Donc voilà, tout ça c'est le combat de Stop 1921, essayer de changer cette loi qui est complètement obsolète. Ah oui, et d'ailleurs, il y a un site qui s'appelle unhappybirthday.be et je vous invite à aller le voir parce qu'il est vraiment formidable, il est vraiment très très bien fait. Il y a plein de petits films de 3-4 minutes qui expliquent chaque fois une thématique par une infirmière, expliquée par une infirmière, par un médecin, par un travailleur social, par un usager. Et vraiment, allez voir, c'est vraiment très très intéressant. Merci. Alors, j'ai une autre question qui demande quels sont les obstacles à intégrer les autres drogues, finalement, donc autres drogues que le cannabis peut-être, si ce n'est le public, la police, les stéréotypes. 3 petits points. Est-ce que quelqu'un a un élément de réponse? Je crois que la réponse est dans la question, hein, effectivement. La population n'est pas encore prête parce que mal éduquée, j'entends qu'elle est éduquée par les médias qui font toujours du sensationnalisme. Or, je crois que tous les travailleurs qui sont dans le milieu, dans le milieu de la toxicomanie, c'est une évidence pour eux qu'il faut changer de paradigme. Voilà, mais la population n'est pas prête et les politiciens vont suivre de toute façon leur électorat et donc ils sont loin du compte. Ceci dit, au Portugal, donc quand les socialistes l'ont fait en 2001, la droite a dit que le Portugal allait devenir le centre de vente de toute l'Europe, que tous les drogués d'Europe allaient débarquer au Portugal, ce qui ne s'est jamais avéré. Et au contraire, c'est un des pays aujourd'hui où il y a le moins de consommation et surtout que l'hépatite C et le HIV ont baissé de façon magistrale en quelques années. Donc, c'est vraiment quelque chose de très fort parce que le HIV et l'hépatite C ne va pas rester uniquement chez les usagers de drogue. Ces gens vont avoir des relations sexuelles avec des gens qui n'utilisent pas de drogue et donc ces deux pandémies vont encore continuer à se développer dans la population générale aussi. Donc c'est vraiment une histoire de santé publique. Je n'ai peut-être pas tout à fait répondu à la question finalement.
un petit peu élargi, en élargissant un petit peu, c'est très bien aussi, ça apporte des éléments intéressants. Et c'est ça, je pense qu'il y avait déjà une bonne partie des éléments de la réponse de toute façon dans la question. Il me reste encore une question ici. Alors, pourriez-vous développer le concept de Cannabis Social Club? Je ne sais pas qui se sent, Jean-Philippe, peut-être encore? Si tu veux. Enfin voilà, les Cannabis Social Club, il en existe beaucoup en Espagne. Hein, ils fonctionnent surtout sur cette base là-bas. En Belgique, il y en a eu quelques essais. Il y a eu Trécu Plant à Gand ou Anvers. Maintenant, j'hésite. Anvers. Enfin, ils sont passés en procès à Anvers, en tout cas. Il y en a eu un petit peu en Wallonie aussi, mais qui se sont fait couper l'herbe sous le pied, c'est le cas de le dire. C'est-à-dire qu'ils ont été vite condamnés à différentes peines, ou en tout cas, ils ont dû fermer. Donc, le Cannabis Social Club, c'est très simple. Hein, ce sont des usagers qui se regroupent comme... La loi autorisait d'avoir un plan par personne en Belgique jusqu'en 2017 ou 2018. Hein, ça a été interdit à ce moment-là. Les gens se sont dit, si on se met à 50 ou 100 ensemble, on va pouvoir mettre chacun une plante qui porte notre nom, tous ensemble, et on va demander à quelqu'un de s'en occuper et de nous donner chaque mois quelques grammes pour l'usage de chacun. Et donc, voilà, les gens payent une petite cotisation pour que cette personne puisse s'occuper des plantes et en contrepartie, ils ont leur consommation personnelle de cannabis. Ça me semble une des solutions pour légaliser, parce qu'effectivement, pour l'instant, qui a l'argent du marché? Ce sont les mafias. Et les mafias, leur seul but, c'est de vendre. Hein. Ils ne font pas attention à la santé publique. Donc, ils ne vont pas faire attention si vous êtes mineur ou majeur. Ils ne vont pas faire attention si c'est de la qualité ou si c'est des choses qui sont coupées, etc., etc. Leur seul but, c'est faire de l'argent. Donc, il faut vraiment se réapproprier ce marché. Et le Cannabis Social Club est vraiment une très, très bonne chose. Et d'ailleurs, si vous allez... En Espagne, c'est relativement dur de trouver du cannabis dans la rue parce que les gens, en fait, il n'y a plus de vendeurs dans la rue. Les gens ont leur Cannabis Social Club. C'est complètement fermé. Or, en Belgique, je ne sais pas comment ça se passe à Bastogne, mais en tout cas, à Bruxelles, il y a des lieux bien connus de tous et de toutes pour s'approvisionner en cannabis et souvent, on va vous proposer aussi un autre produit. Et voilà, et on ne sait pas ce qu'on achète, dans quelles conditions, c'est toujours un petit peu dangereux, c'est dans des endroits pas toujours très safe, etc., etc. Donc, ça, c'est un petit peu compliqué. En tout cas, c'est un petit peu dangereux quand même. Merci. Est-ce que quelqu'un voulait ajouter quelque chose? Anne, non? Ou si? Mais je suis passée un petit peu vite sur la proposition de loi. Donc, je me disais que si les gens étaient intéressés pour découvrir en fait ce que nous on propose en matière de réglementation des drogues, eh bien, ils peuvent tout trouver en fait sur le site internet du CAL. La proposition est publiée en ligne et il y a toute une série d'explications sur comment on conçoit en fait une réglementation et la décriminalisation de l'usage et de la consommation. Voilà. Je pense que... Merci. Mais si nous n'avons plus de questions, je propose qu'on en reste ici pour ce soir. De toute façon, comme l'a dit Anne, il ne faut pas hésiter, si vous êtes intéressé par le sujet, à aller faire un tour sur le site internet des différentes associations présentes ce soir, donc le Centre d'action laïque, aussi le CAL Luxembourg, donc le Centre d'action laïque toujours, mais de la province de Luxembourg, avec plus spécifiquement le service Drugscare, et évidemment Modus Vivendi. Nous vous laisserons en lien dans les commentaires les différents, les 3 sites en question. Voilà, donc je tiens à remercier pour ce soir les 3 invités, vous aussi bien sûr pour votre présence, pour vos questions, et je vous rappelle que la vidéo reste accessible sur Facebook, donc vous pouvez la voir, la revoir, la partager, etc., etc. Je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis encore merci et au revoir.